verbalisation, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre aujourd'hui quelqu'un pour ce délit, alors même que l'on a contesté dans le même temps des verbalisations antérieures. C'est-à-dire qu'on pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement alors que des verbalisations et des contraventions antérieures seraient irréguliers. Donc voilà, je vous donne juste un exemple d'un des droits fondamentaux, celui du recours effectif, qui est, à notre sens, non respecté dans cette infraction. Donc au-delà du fait que nous contestons cette idéologie très répressive qui est maintenue là avec ce projet de loi, il y a aussi une instabilité juridique qui est très présente. Voilà. Voilà sur ces quelques précisions sur le volet un peu pénal et droits fondamentaux. Super, merci beaucoup Sarah, très, très, très précis et instructif malheureusement. Serge ou Stéphanie, dans quel ordre vous voulez intervenir? Y aller, comme Je tu veux. Ouais, je vais peut-être attaquer avant toi, Serge, parce que Vas-y, la Stéphanie. fac est en train de m'envoyer plein de mails et de textos, donc je vais devoir vous quitter assez tôt. Voilà. Bon, je vais reprendre moi le texte sous son volet sanitaire, hein, en voyant si effectivement des impératifs d'ordre public sanitaire, de protection de la santé publique, eh bien, peuvent justifier, hein, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, hein, peuvent justifier l'existence de ce texte. Et il apparaît en fait très vite, hein, quand on lit le projet de loi, non seulement que le texte n'est pas nécessaire, Stéphanie l'a déjà dit tout à l'heure, hein, donc s'il n'est pas nécessaire, c'est qu'il n'est pas justifié, et même qu'il est dangereux. Alors il n'est pas nécessaire, hein, je répète là encore ce qu'a dit tout à l'heure Stéphanie, on a un certain nombre d'outils, hein, qui existent en droit positif et qui sont à la main du gouvernement et qui sont utiles pour accompagner éventuellement le processus de sortie de l'état d'urgence sanitaire. S'il faut créer un processus de sortie de l'état d'urgence sanitaire, on a de quoi. La loi du 23 mars 2020 a modifié l'article dont parlait Stéphanie tout à l'heure, le L3131-1 du Code de la santé publique, pour permettre justement au ministre de la Santé de prendre toutes les mesures utiles après la fin de l'état d'urgence sanitaire, et je cite le texte, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. Donc en réalité, hein, des pouvoirs d'accompagnement de la fin de l'état d'urgence sanitaire, ça existe déjà, c'est prévu dans le Code et ça a été prévu par le législateur du 23 mars. Donc ce texte ne me paraît pas nécessaire. Il ne me paraît pas nécessaire, il me paraît même dangereux, à vrai dire, parce que pour la première fois, on a une loi de police sanitaire qui se fonde sur une incertitude scientifique. En fait, pour la première fois, une incertitude scientifique, une incertitude sanitaire est érigée en motif d'ordre public qui va justifier des restrictions, on l'a dit, extrêmement sévères aux libertés. Alors, si on reprend un peu les motifs du texte, hein, on voit qu'on a un dispositif qui est extrêmement contraignant. Hein, on parle parfois déjà d'état d'urgence sanitaire Canada Dry, hein, donc un dispositif extrêmement contraignant, dont l'existence et la mise en œuvre, eh bien, ne sont pas justifiées par le constat d'une menace sanitaire réelle ou le constat d'un péril pour la santé publique. L'existence et la mise en œuvre de ces pouvoirs sont justifiées par les incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Autrement dit, on prend appui sur du possible, on ne prend pas appui sur du certain. Et on va avoir tout un régime de restriction des libertés, hein, qui va être organisé pour faire face à du possible, à une incertitude, et certainement pas ni au certain ni au probable. Alors, quelques-uns, hein, déjà considèrent qu'on peut y voir une application du principe de précaution. Je rappelle très rapidement que le principe de précaution, notamment en matière de santé, eh bien, permet de tenir pour valide l'hypothèse d'un risque qui n'est pas formellement démontré lorsque ce risque, eh bien, est un risque de danger grave, important pour l'ensemble de la collectivité. On pourrait y voir une application du principe de précaution, sauf que le principe de précaution, il ne se fonde pas sur des hypothèses, sur du possible, sur de l'éventualité. Le principe de précaution, il se fonde sur une probabilité sérieuse d'existence du risque, hein, qui va permettre une action anticipée de la police sanitaire sur la preuve formelle du risque. Donc on est très au-delà du principe de précaution, hein, c'est un principe qui s'applique
notamment en matière de sécurité sanitaire, de risques iatrogènes. On est très au-delà ici parce qu'on est vraiment dans l'hypothèse d'une reprise éventuelle, d'un rebond éventuel du risque épidémique. Et puis par ailleurs, le principe de précaution, ce n'est pas un principe de lutte contre les épidémies. Ça n'a jamais été un principe de défense sanitaire. C'est un principe qui guide la lutte contre les risques iatrogènes, c'est-à-dire les risques créés par l'homme, risques environnementaux, alimentaires, éventuellement également les risques liés aux activités et aux produits de santé, mais ce n'est pas un risque. Ce n'est pas un principe qui s'applique au risque naturel, au risque de maladies contagieuses. Et en fait, si on étend ce principe à la lutte contre les épidémies, c'est-à-dire qu'on fait du peut-être le risque épidémique, du peut-être donc risque épidémique, un trouble à l'ordre public, eh bien on ouvre toute grande, selon moi, la porte vers l'hygiénisme ou l'autoritarisme sanitaire. Si on admet en effet ce principe de précaution dans la lutte contre les maladies contagieuses, ça veut dire que toutes les maladies contagieuses potentiellement létales qui pourraient faire l'objet de telles restrictions de police, de tels régimes de police sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grippe saisonnière, qui est mortelle pour les personnes fragiles et pour les personnes âgées. La gastroentérite, pour les nourrissons, c'est une catastrophe. Les méningites, la rougeole, etc., etc. Et pourquoi pas même, d'ailleurs, le VIH, au rebours de tout ce qui a été fait depuis 35 et 40 ans pour justement maintenir l'état de droit et préserver les libertés publiques d'une tentation hygiéniste. Alors, pour moi, qui suis plus spécialiste de droit à la santé, moi j'ai surtout l'impression qu'on a un gouvernement, passez-moi l'expression, mais qui s'en mêle les pinceaux dans les objectifs de la police sanitaire. La police sanitaire, la mise en œuvre de la police sanitaire ou la création d'une police sanitaire est justifiée si elle est nécessaire au maintien de l'ordre public sanitaire, c'est-à-dire à la protection de la collectivité contre des risques graves. On était dans cette situation au mois de mars, une épidémie qui se développe, qui sature les hôpitaux et qui, par le même coup, crée un danger réel pour la collectivité. En revanche, la police sanitaire n'est absolument pas justifiée lorsqu'il s'agit de parvenir ou d'essayer de parvenir à une situation de risque zéro. Et c'est ce qui transparaît quand même dans ce texte. De même, la police sanitaire, elle n'a absolument pas pour but d'assurer la protection individuelle de la santé, c'est-à-dire d'assurer à chacun la protection de sa santé, garantie qu'il ne sera pas contaminé pour le risque. Alors pour moi, c'est un mélange des genres qui effectivement porte un véritable danger. Et ce danger, il est d'autant plus grand que le texte ne prévoit aucun contrôle du bien-fondé scientifique des mesures qui pourront être adoptées. Le conseil scientifique Covid-19 va disparaître en même temps que va être levé l'état d'urgence sanitaire. Et on n'a absolument aucune instance d'expertise pour venir contrôler un peu la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité des mesures. Même pas le Haut Conseil de la santé publique qui pourtant, lui, est prévu dans le cadre de la police sanitaire du ministre de la Santé. Voilà ce que j'ai à dire sur ce texte. Merci beaucoup Stéphanie, très, très éclairant. Serge, depuis Grenoble. Merci. J'aimerais insister d'abord sur une chose, mais Stéphanie Hennette l'a déjà dit, c'est toujours un état d'urgence. D'ailleurs, c'est marqué dans le titre, ça organise la fin de l'état d'urgence. Donc, si Jean-Marie organise la fin de cette réunion, on est toujours dans cette réunion. C'est un état d'urgence assez étrange parce que il ne l'assume pas. Donc, on n'a pas les conditions habituelles d'un état d'urgence. Dans la loi de 55, il y a des conditions de déclenchement de l'état d'urgence. Dans le Code de la santé publique, pour l'état d'urgence sanitaire, on a la nécessité d'avoir une catastrophe sanitaire pour maintenir un état d'urgence. Et là, le texte reconnaît qu'on n'est plus en état de catastrophe sanitaire. C'est très clairement dit, on est dans une situation qui s'améliore. Mais il est dit qu'on a besoin de maintenir cet état d'urgence pour organiser sa sortie. Donc c'est un état d'urgence de basse intensité, un état d'urgence à dit Stéphanie. Mais ça reste un état d'urgence. Voilà, je ne veux pas gérer. Le micro de Stéphane Maugendre. Ok, merci. C'est bon là? C'est bon là?
Désolé. Donc voilà, c'est un état d'urgence peut-être de plus faible intensité. On désactive un certain nombre de mesures, mais ça reste un état d'urgence. Ça rappelle un petit peu entre 2015 et 2017, à un moment donné, ils avaient un peu désactivé certaines mesures de l'état d'urgence, notamment les perquisitions, où à la fin de l'état d'urgence de 2017, ils avaient envisagé de maintenir des mesures, notamment les assignations à résidence. Finalement, le Conseil d'État s'y était opposé. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'avis du Conseil d'État. On voit que le gouvernement voulait aller plus loin, c'est-à-dire il voulait d'une part l'inscrire dans le Code de la santé publique, le Conseil d'État a dit non, et d'autre part, le gouvernement voulait maintenir, après le 11 novembre 2020, un régime dans lequel le Premier ministre conservait ses pouvoirs jusqu'au 1er avril 2021. Donc on aurait eu vraiment un système dégressif très long, qui aurait fait un état d'urgence de plus d'1 an. Donc le Conseil d'État s'y opposait en disant que de toutes les façons, s'il y avait une nouvelle catastrophe sanitaire, le Premier ministre pouvait toujours déclencher l'état d'urgence sanitaire, puisque c'est retenu dans le Code de la santé publique. Donc vous voyez toute l'ambiguïté, on est toujours dans un état d'urgence, on n'est pas sorti de l'état d'urgence, et il est même prolongé plus loin, puisqu'il va jusqu'au 11 novembre 2020. Et en plus, cet état d'urgence est complété par le droit commun, et qui est un droit commun qui n'est pas forcément rassurant. On vient d'en parler, hein, le L3131-1, qui a déjà été utilisé avant le 16 mars, enfin, qui a été utilisé par le ministre de la Santé en début de la crise sanitaire. C'était un article qui est très imprécis, très mal encadré, et qui pose des difficultés. Alors même s'il a été modifié pour les quarantaines et les mises à l'isolement, hein, mais ça reste une disposition assez inquiétante qui pourrait faire l'objet d'une QPC. Et puis, Sarah a mentionné que le régime pénal, le régime pénal d'exception reste. Hein, donc on est toujours dans quelque chose d'inquiétant. Et j'aimerais faire un focus sur un point qui est la liberté de manifestation et de réunion. Dans les 3 mesures que le Premier ministre conserve, c'est réglementer la circulation, donc c'est plutôt les masques dans les transports, la fermeture d'établissements, la réglementation dans les établissements, ok. Mais le 3e point, c'est la liberté de manifestation et de réunion. Il me semble que, comme l'a dit le Premier ministre, il faut rétablir le fait que la liberté est la règle dans un état de droit. Or, pour l'instant, en matière de manifestation, la restriction est la règle, puisqu'on ne peut pas manifester à plus de 10. Donc, comme vous le savez, il y a un recours de la Ligue des droits de l'homme et des syndicats pour essayer de rétablir cette liberté qui est suspendue. Et ce qui est inquiétant, c'est que le projet permettrait toujours au Premier ministre d'instaurer un régime dérogatoire, un régime exceptionnel de liberté de manifestation. Peut-être un régime d'autorisation, peut-être un régime où on limiterait le nombre de manifestants. Or, ce n'est pas viable, c'est-à-dire on ne connaît jamais le nombre de manifestants, et ce n'est pas souhaitable dans une démocratie que les préfets autorisent, les préfets ou les maires autorisent les manifestations. Donc, il faut rétablir cette liberté, qui est probablement actuellement la liberté la plus restreinte. On a retrouvé tout de même pas mal de libertés, notamment la liberté d'aller et venir, mais la liberté de manifestation et de réunion sont toujours très contraintes par cet état d'urgence innommé. Merci beaucoup, Serge. On va passer la parole aux journalistes présentes. Sophie, il y a 3 Sophies, donc une Sophia et 2 Sophies. Bonjour à Sophie Bridier, qui est arrivée en Oui, moi j'ai une question. Si... Enfin, je ne vous entends pas très bien parce qu'il y a du bruit autour de moi. Là, ça va s'arrêter. Vous m'entendez? Oui. Super. J'ai une petite question. Alors, juste une précision d'abord. Le Conseil constitutionnel examine mercredi la QPC sur le délit de réitération du confinement. Et on a noté avec intérêt que le Conseil d'État ne donnait pas vraiment de date en fait sur la délibération liée Tout à fait. au référé et qu'il avait été par ailleurs audiencé fort tardivement par rapport à son dépôt. Oui. Bon, en tout cas, celui de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'en fait, il y a 2 recours, ouais. 2 référés. Il y a la Ligue qui a contesté le décret du 11 mai, je ne me trompe pas. Ouais. Et les syndicats, c'est 31 mai. Donc effectivement, le Conseil d'État a un peu pris son temps, dans un contexte un peu particulier. Et là, je pense que le tempo, c'est le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui vont le donner, effectivement. Oui, on s'est demandé pourquoi ce serait peut-être que la semaine prochaine la décision, étant donné qu'on a effectivement… Mais en disant d'ailleurs, c'était l'argument d'ailleurs du ministère, hein, il va y avoir des annonces ce week-end, donc attendons de voir, quoi.
Ben voilà, Mais vous bon. avez votre réponse. Voilà. Non, mais on a tous notre réponse, mais ça ne nous empêche Le pas Conseil de… d'État, il laisse la ligne sur la Voilà, ligne secrète entre le gouvernement et… c'est ça, c'est ça. Votre question, Euh, Sophia? et sinon, ma question, pardon, c'était concernant les mesures. Je voulais savoir s'il y avait… Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est concernant les restrictions qui vont demeurer et qui seront susceptibles d'être sanctionnées par des amendes, et voire plus. Est-ce que, je ne sais pas dans quelle mesure, là, vous en avez listé 3. Est-ce qu'effectivement, c'est ces 3-là? Est-ce qu'il y a… Est-ce que… J'ai pas lu, en fait, j'avoue, là, j'ai pas eu le temps de lire, donc je sais pas ce qu'il y a exactement dans le texte. Est-ce que c'est très détaillé, c'est-à-dire que est-ce qu'il est, est-ce que le délit est reprécisé ou pas? Est-ce que ou est-ce que c'est simplement ce sera susceptible d'être sanctionné et donc donc on suppose que c'est effectivement le délit qui est actuellement contesté qui pour l'instant s'applique. Ça, c'est première question. Juste, je pose la deuxième pour aller vite. Est-ce que sur le plan de mesures liées à l'hygiène, dans le cas qu'évoquait tout à l'heure Stéphanie Renard, est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce qu'il y a d'autres, avant cet état d'urgence sanitaire en France, est-ce qu'il y a eu d'autres, des moments en fait dans l'histoire où il y a eu, dans l'histoire assez récente, où il y a eu où il y a pu y avoir des mesures de ce type? Et lesquelles, ou alors s'il n'y en a pas eu chez nous, est-ce qu'il y en a eu à votre connaissance ailleurs? Notamment chez nos voisins européens, on ne va pas aller chercher. Voilà. Merci beaucoup. C'était Sophia Abouderbalal de l'AFP. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, pas de souci. Bon, sur le premier point. Ouais, peut-être rapidement sur le premier point, les 3 restrictions qu'on a mentionnées, elles figurent telles quelles dans le projet de loi, donc réglementation, interdiction de la circulation des personnes, des établissements publics, dans la voie publique ou réunion de… Donc, Attends de ces son, points Stéphanie. sont explicitement mentionnés et il y en a pas d'autres, effectivement. C'est un problème de son. Stéphanie. J'ai pas de solution. Ouais. On commence. Donc oui, je disais juste que ces 3 points-là, ces 3 restrictions-là, elles sont explicites et à l'exclusion des autres. C'est pour ça qu'on dit qu'en effet, cet état d'urgence innommé, il réduit un peu la voilure, mais il reste véritablement, pour ce qui reste, c'est les mêmes types de restrictions qu'en état d'urgence sanitaire. Et sur le régime de sanctions, il y a un renvoi explicite par le projet de loi du 10 juin au régime de sanctions exorbitant qui avait été créé par la loi du 23 mars. Donc, c'est vraiment direct. Et donc, on prévoit spécifiquement que les mesures qui seraient édictées, leur non-respect serait sanctionné par contravention de 4e, contravention de 5e classe et délit de réitération. C'est le grand 7 de l'article 1er que je viens de reproduire. Donc, les des alinéas 3 et 10 du 31-36-1. Donc, c'est le régime de sanction. Donc, c'est toujours le même régime de sanction. Et j'ajoute que le 31-31-1 a aussi ce régime de sanction. C'est aussi prévu. Donc on maintient ce régime pénal d'exception. Stéphanie Renard. D'ailleurs, je fais faire la transition. D'ailleurs, l'applicabilité de ces sanctions aux mesures de l'article 31-31-1 date aussi de la loi du 23 mars. Du 23 mars 2020, auparavant, il n'y avait pas de dispositif de sanction, mis à part pour la réquisition, qui était prévu par le Code de la santé publique. Alors, s'agissant des précédents, oui, évidemment, alors c'est d'ailleurs ce qui est assez curieux, on n'a pas découvert la pandémie ou l'épidémie en 2020. Les épidémies et les pandémies sont développées tout au long des siècles. Ça fait partie des raisons pour lesquelles se sont constituées justement progressivement des polices sanitaires et s'est organisé, on va dire, un ordre public sanitaire. Donc, on a un certain nombre de mesures. Dans l'histoire récente, on peut par exemple évoquer un décret de 2003 qui répondait à une résurgence de la variole sur le territoire national et qui donnait au préfet des pouvoirs assez importants de police sanitaire, y compris en matière de contrôle des établissements publics, de réglementation de la liberté de circulation, etc. L'article L3131-1, toujours lui, du Code de la santé publique, lui a été organisé en 2004 et puis revisité en 2007, justement pour faire face à des menaces sanitaires graves.
hein, et il a été mis en œuvre en 2009 quand on a eu les menaces liées, enfin ce risque lié à la grippe, c'était la grippe A H1N1, voilà. Mis en œuvre aussi en 2012 de façon beaucoup plus ponctuelle pour faire face là pour le coup à un retour de la tuberculose. Donc voilà, ça fait partie on va dire des traditions de leur public sanitaire, hein, que d'avoir des mesures de police restrictives des libertés, y compris la liberté de circulation, pour la protection de la santé publique, la protection de la collectivité. Sauf que ça ne s'est jamais fait à cette échelle-là. Voilà. C'est incroyable ce qui se passe depuis le mois de mars, puisque c'est toute la population qui est concernée. On l'a bien vu avec le décret de confinement. On le revoit encore avec le projet de loi qui est en cours. Ce sont des décrets réglementaires pris par le Premier ministre et en fait qui visent à une application générale, hein, sur le territoire national. Sinon, on n'a qu'à renvoyer aux préfets qui sont compétents pour se faire de façon très traditionnelle, voire au ministre de la Santé. Donc, ce sont des décrets réglementaires qui peuvent interdire la circulation des personnes, des véhicules, réglementer l'accès aux moyens de transport, ordonner la fermeture provisoire ou réglementer l'ouverture des établissements recevant des publics, des lieux de réunion, réglementer ou interdire les rassemblements sur la voie publique. On a en fait un champ d'application qui est extraordinaire. Il n'y a aucune limite. Et sur la base, finalement, de risques qui ne sont pas plus graves, pas plus inquiétants que ce qu'on a connu par le passé, voire moins inquiétants que certaines choses qu'on a connues par le passé. Voilà ce que je peux répondre. Donc, des précédents, oui, à ce niveau, non. Voilà. Merci. Et je dois vous quitter, j'en suis désolée. Au revoir, merci. Sophia, c'est bon? Merci. Oui, merci beaucoup. Sophie Michelin, vous avez posé une question au tout début. Est-ce que on a répondu à votre question ou vous voulez la reposer? C'est du droit civil. Vous avez votre... ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est parfait pour moi. C'est au clair. Ok, super. Sophie Bridier, vous avez une question à votre niveau? Sans obligation. Oui, j'ai une question justement. Donc là, vous venez de nous expliquer que l'article L 3131-1 a déjà permis donc d'appliquer des mesures restrictives dans le cas d'autres épidémies. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de mesures qui ont été prises sur cette base-là, notamment de mesures de restriction de la circulation des personnes? Si on image ces mesures qui ont été prises, on va pouvoir voir la différence entre ce qui est proposé aujourd'hui et ce qui a pu s'appliquer par le passé, pour être très factuel, s'il vous plaît. Stéphanie, tu le sais, parce que l'autre Stéphanie est partie. Ouais, alors je sais moins évidemment que l'autre Stéphanie, mais pour donner des exemples récents, alors d'abord il y a le très récent, c'est-à-dire que le 31-31-1, ça a été le fondement juridique des premières mesures prises par le gouvernement face à Covid-19, et notamment par exemple tout ce qu'on a appelé les rapatriés de Wuhan et leur placement dans les villages vacances, placement à l'isolement en quarantaine. C'est fait précisément sur le fondement d'arrêté du ministre de la Santé pris sur 31-31-1, qui a donné, ce faisant, délégation au préfet pour organiser donc l'acheminement depuis Roissy de ces rapatriés de Wuhan vers les centres dans lesquels ils ont été placés en quatorzaine. De la même manière, le précédent auquel faisait référence Stéphanie Renard, donc qui est en amont de Covid, il y avait eu, je crois que c'était en 2012, des résurgences locales tuberculeuses, et en l'occurrence face à un patient, je crois que c'était dans l'Aveyron, qui était récalcitrant à la mise à l'isolement volontaire. Là encore, il y avait eu sur le fondement de 31-31-1 un arrêté du ministre de la Santé qui autorisait le préfet de l'Aveyron à prendre des mesures coercitives à l'encontre de cette personne. Donc ça, c'est deux exemples pour donner des exemples concrets. Et c'est vrai qu'à la différence de Stéphanie, je n'ai pas la capacité de remonter davantage dans le temps. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que cet article, il donne véritablement un pouvoir très large au ministre de la Santé, puisque c'est toute mesure. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. Ça peut être restriction à la circulation des personnes, placement à l'isolement ou en quarantaine, etc. D'ailleurs, au tout début de la crise sanitaire, les fermetures d'écoles, les interdictions de réunions et de manifestations, enfin j'oublie toutes ces mesures-là, c'était 31-31. Hein.
Donc, voilà. Et qui a été critiqué parce qu'il est très imprécis. Je pense qu'il craignait la QPC, ce qui explique aussi l'état d'urgence sanitaire, hein, le 23 mars. Ça répond à votre question, Sophie Bridier? Oui, parfaitement, merci. Ok. D'autres questions des journalistes ou vous avez tous vos éléments ou, de toute façon, vous verrez, les intervenants sont à votre disposition pour bien sûr répondre si vous avez d'autres questions qui viennent plus tard. Pas de souci. Je vois que Mme Meki est arrivée aussi, vice-présidente de la CNCDH. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou vous assistez de manière… Bonjour. Je n'assiste absolument pas en tant que vice-présidente de la CNCDH, même si ce sujet nous intéresse. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres membres de la CNCDH qui sont connectés. C'est un sujet extrêmement important. Nous sommes vigilants, nous suivons les travaux et nous pourrons éventuellement intervenir comme nous l'avons déjà fait dans plusieurs avis sur l'état d'urgence sanitaire, sa prolongation, la justice. Tous ces avis ont été pris en plénière et nous risquons dans une prochaine plénière d'adopter un texte sur ces nouvelles dispositions. Excellent. Merci beaucoup. On lit avec beaucoup d'attention les avis de la CNCDH, évidemment, et plusieurs membres du réseau sont effectivement très impliqués membres de la CNCDH, donc tout ça va dans le même sens. Exactement. En tout cas, je vous remercie parce que c'était très intéressant. Merci. Il y a Simon aussi, Simon Forman qui se cache, mais… Il se cache, mais il pourrait bien parler. Oui, mais il se cache, mais il écoute et il prend des notes. Non, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, Soraya vient de dire que la CNCDH va sans doute se prononcer dans les jours qui viennent. Évidemment, on peut pas. C'est une organisation collégiale, donc on ne peut pas vous dire à l'avance ce qu'elle va dire, mais on est sur la même longueur d'onde. D'accord. Vive l'état d'urgence. On s'apprête à avoir des bons débats à l'Assemblée. Hein. Et du coup, j'ai encore une autre question, Sophie Bridier. Est-ce que vous cherchez des relais au niveau justement de l'Assemblée, des parlementaires? Est-ce que vous les contactez pour les alerter? Jean-Marie, peut-être, directement? Oui, bien sûr, on leur envoie bien sûr tous les éléments que produisent les membres du réseau sont transmis aux parlementaires. On a fait pas mal de travail fin avril, début mai, avant la loi du 11 mai, et on va recommencer bien sûr pour ce projet de loi. Et on propose, certains parlementaires ont auditionné ou ont contacté certains des membres du réseau, donc c'est assez fluide. Maintenant, on regrette que jusqu'à présent, sauf l'erreur de ma part, peut-être le syndicat de la magistrature, nous n'y ayons pas été les uns les autres, je ne parle pas de moi bien sûr, mais des membres du réseau formellement auditionnés par des commissions de suivi du Sénat et de l'Assemblée nationale qui auraient certainement gagné à écouter, à entendre le point de vue d'organisations et de chercheurs ou d'universitaires ou d'avocats qui sont membres de ce réseau. Mais je ne suis pas au courant de contact plus avancé que ça avec les parlementaires, mais je suis sûr qu'ils lisent de près les productions des membres du réseau et que ça nourrit leurs questions et leurs interventions, comme ils l'ont déjà démontré lors des discussions en commission des lois. Fin avril, début mai, ils avaient repris certains des éléments de travail du réseau, notamment de jeunes étudiants du Master 2 de Nanterre qui ont fait un remarquable boulot, qui avait été cité par l'un des députés en commission des lois. Donc tout ça contribue certainement à la qualité du débat parlementaire. Sachant que si, oui, il y a eu des contacts très réguliers avec les parlementaires, notamment au syndicat de la magistrature, hein, c'est vrai qu'on n'a pas été auditionné publiquement, c'est quelque chose qui nous a été refusé, on a demandé plusieurs fois. En revanche, on a bien sûr communiqué nos analyses et nos écrits. Après, ce qui est quand même assez patent depuis le début de cet état d'urgence sanitaire, c'est tout de même l'urgence dans laquelle les assemblées travaillent. Et d'ailleurs, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale, surtout dans le cadre des débats lors de la prorogation de l'état d'urgence, beaucoup de parlementaires se sont inquiétés et ont demandé à ce que leur travail soit plus long, et qu'il a été extrêmement
extrêmement difficile, notamment par les 2 commissions des lois, dans des délais extrêmement contraints, avec finalement la possibilité d'auditionner complètement réduite, parce que les projets sont déposés, sont déposés dans des temps vraiment très brefs. Donc du coup, je pense que le travail des parlementaires a été extrêmement compliqué, ils en ont conscience. Donc c'est vrai que du coup, nous, le travail qu'on peut faire un peu plus de fond et ce qu'on peut communiquer est toujours bon. Mais après, moi, en tous les cas, nous, au syndicat de magistrature, on est quand même très interpellés par le fait que on ait si peu de temps pour donner notre avis un peu d'expert, quoi. Parce que, mine de rien, les 2 missions qui ont été mises en place à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont des missions qui n'ont pas pu travailler dans des conditions sereines. Les évaluations, elles sont extrêmement réduites. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que les études d'impact, que ce soit la dernière ou même celle de la loi instaurant l'état d'urgence sanitaire, sont extrêmement pauvres. Donc du coup, le travail de fond, je trouve, n'est pas présent dans cette course-poursuite législative, on va dire. Très juste. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Sinon, on va arrêter là cette conférence de presse. Et en vous remerciant infiniment d'avoir participé activement, et merci aux journalistes pour le boulot que vous faites pour informer le public, vos publics, sur tous ces sujets. À très bientôt. Merci, au revoir. Un communiqué de presse va être diffusé lundi dans la journée sur la base de ce qui est discuté aujourd'hui. Ok. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Ok. Bon. Ça va? On fait quoi maintenant? Je pense que j'ai passé que c'est toujours un état d'urgence, mais